Merci de nous rejoindre sur France Info. J'accueille tout de suite nos invités. Shirley Sidbon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24, correspondante du journal israélien Haaretz. Merci beaucoup d'être avec nous. Laetitia Bucaille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'INALCO et spécialiste du conflit israélo-palestinien. Merci d'être avec nous. Le lieutenant-colonel Vincent Arbaretti est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, historien militaire, docteur en sciences politiques. Et puis nous accueillons aussi Louis Duclos. Bonsoir, analyste géopolitique. Un peu plus tard dans la soirée, Sarah Ezman sera avec nous, présidente du collectif de lutte contre l'antisémitisme. Nous vivrons. Avant de vous entendre, on va voir les images fortes de cette journée de commémoration en Israël. Regardez. C'était il y a un an, jour pour jour. Toute la communauté du kibbutz Nir Oz s'est aujourd'hui rassemblée pour se souvenir des disparus. Sur l'estrade, Nir et Olam Metzger, la voix nouée, égrènent les noms des victimes. Il y a eu 57 morts ce jour-là à Nir Oz, dont le père de Nir Metzger. Être dans le cimetière du kibbutz, être devant toutes ces nouvelles tombes qui ont été creusées depuis un an, devant la tombe de mon père également, c'est bouleversant. Nous sommes une petite communauté et nous avons perdu tellement. Car c'est dans le cimetière que la cérémonie a été organisée. Shlomo Margalit, un des fondateurs du kibbutz, tenait à partager ce moment avec les disparus. C'est le meilleur moyen d'honorer tous nos amis qui sont enterrés ici. Le problème, c'est que rien n'a changé. Il y a toujours des otages. Des hommes du kibbutz qui sont morts de l'autre côté à Gaza. On veut les ramener ici. Il reste 29 otages de Nir Oz toujours retenus à Gaza. Depuis un an, rien n'a bougé dans le kibbutz. La vie s'est arrêtée. Le 7 octobre 2023, presque tous les habitants sont partis. À la sortie de la cérémonie, Shoshim Mares passe voir la maison de sa meilleure amie. Vous allez voir comme c'est brûlé, vous allez comprendre. Son ami a été assassiné dans sa maison par des hommes du Hamas, puis brûlé. Je viens chaque semaine au kibbutz, je passe chez mon ami, je rentre dans sa maison. Elle est vivante pour moi comme les autres. Ce ne sont pas des morts. Tous les kibbutz aux alentours de la bande de Gaza ont organisé chacun leur cérémonie. Il s'agit pour ces petites communautés décimées d'une douleur intime, d'une plaie qui, un an après, reste toujours à vif. Ce 7 octobre, selon vous, il marque un tournant dans le conflit israélo-palestinien ? Oui, totalement, parce qu'il y a un véritable traumatisme du côté israélien, mais pas seulement du côté israélien. Je pense qu'il y a un vrai traumatisme dans toute la région, dans tout le Proche-Orient, parce que la réalité, c'est que les Palestiniens aussi sont traumatisés de la violence et des destructions sur la bande de Gaza. En Cisjordanie, je pense qu'il y a un traumatisme également, parce qu'il y a eu quand même des centaines de morts en Cisjordanie. En ce moment même, il y a un traumatisme qui est en création au Liban, avec l'offensive terrestre, avec les frappes sur Beyrouth. Donc c'est un traumatisme qui ne fait que s'étendre, et ça ouvre un nouveau chapitre dans le conflit israélo-palestinien, et un chapitre particulièrement sanglant. Vous disiez tout à l'heure que la société israélienne a profondément changé. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement ? D'abord, elle a une vision complètement différente de l'endroit où elle est et de sa vulnérabilité. Je reviens là-dessus, mais ils ont eu une sorte d'avant-goût de ce qui pourrait arriver par la suite. Ça leur donne une idée de ce qui pourrait arriver s'ils flanchent, s'ils ont une nouvelle fois commettent les mêmes erreurs. Là, ils ont commis quelques erreurs, pourtant ils ont tout investi sur leur sécurité. Eh bien, en commettant quelques erreurs, ils ont été dans l'incapacité de se protéger pendant presque 2 jours. Vous voulez dire que les Israéliens craignent pour l'existence même de leur pays aujourd'hui ? Complètement. Ils réalisent à quel point leur existence est remise en question. Et donc, ils ont une vision, ils ont une peur, ils ont une vision qui est complètement différente. Et ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a moins d'empathie par rapport aux citoyens palestiniens de l'autre côté. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai parlé au début de la guerre, en disant oui, mais c'est quand même terrible si les bombardements commencent, ce sera des destructions de l'autre côté. Il y en a qui m'ont dit mais moi j'ai habité à la frontière, j'avais des amis du côté palestinien.
Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mon fils ou leur fils. Et du coup, je suis désolée, j'ai rien contre eux, mais si je dois choisir, je choisis mon fils. Et c'est quelque chose qui s'est brisé parce que avant, il y a une grande partie de la société qui voyait l'avenir d'une façon possible, une coexistence avec l'autre côté, pas seulement en Israël où il y a également des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, mais avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, ils voyaient un avenir. Et maintenant, vous nous dites ce soir que selon vous, il y a une majorité d'Israéliens qui ne veulent plus, qui ne croient plus à la solution à deux États. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est capable de mesurer ça ce soir? Alors, on parle avec beaucoup de gens, il y a moins de... Les gens n'y croient pas. Oui, il y a des sondages qui montrent que ça a complètement... que ça a beaucoup diminué, mais on parle émotion et sécurité, c'est tout à fait important, mais en même temps, ce que révélait aussi le 7 octobre, c'est que les Israéliens avaient quand même beaucoup oublié la question palestinienne, comme le monde l'avait oublié, comme les pays arabes aussi l'avaient oublié. Et c'est aussi... c'est pas du tout une justification, mais c'est aussi parce qu'on a enterré cette question palestinienne et qu'il n'y avait aucune perspective de création d'un État palestinien ou d'une quelconque souveraineté palestinienne que le 7 octobre a surgi. Et c'est bien d'ailleurs l'intention de ses commanditaires, de Yahya Sinwar, de renverser complètement la table pour remettre au centre la question palestinienne. Et peut-être que l'attaque du 7 octobre et que le Hamas ne réussira pas à survivre à cette attaque extrêmement cruelle, mais en tout cas, il y a un plan sur lequel le Hamas a réussi, c'est de remettre la question palestinienne au centre de nos préoccupations. Et aussi, peut-être que là, Yahya Sinwar est en train d'atteindre un autre de ses objectifs, c'est l'extension de la guerre au Moyen-Orient, qu'on voit possiblement se dessiner. Et puis ça, c'était un des objectifs à l'égard d'Israël et son isolation. Oui. Et oui, on dit souvent qu'on ne tue pas une idéologie. Oui, exactement. Et puis surtout, ils ont peut-être tué des chefs de la branche armée, mais c'est comme une hydre, vous coupez la tête, il y en a deux qui repoussent. C'est ça qui est compliqué. Moi, je ne pense pas que le Hamas soit vaincu à l'heure actuelle, tout simplement parce que déjà, il y a encore des otages qui sont toujours prisonniers, donc ils n'ont pas été libérés. Et à travers le Hamas, c'est le risque terroriste que combattait Israël. Et rien que cette semaine, il y a eu encore 2 attentats en Israël. Donc, ça veut dire que le risque terroriste est toujours plus présent que jamais. Alors, est-ce qu'on croit à une défaite du Hamas ? Je pense que justement la question est à quel moment est-ce qu'on déclare cette défaite. Et là, sans doute, le chef d'état-major et donc les responsables militaires ont voulu marquer un coup en disant là, on a quand même atteint certains objectifs, évidemment, et ils ont parlé d'objectifs de cette branche militaire. Évidemment, ça permet de répondre au fait que le Hamas existe toujours, qu'il y a des roquettes sans encore tirées, mais ils disent oui, on a quand même la partie militaire, on estime qu'on a atteint nos objectifs, il y aura toujours des tirs, mais ça ne veut pas dire qu'il a toutes ses capacités d'avant. Et en marquant cette étape, peut-être ça permet d'avoir une carte de sortie pour négocier quelque chose. Peut-être et puis donner une image d'un certain succès, d'avoir atteint certains objectifs, que la population ne se dise pas, mais finalement, on ne réussit rien. Après 1 an de guerre, on n'a rien atteint. Au moins, ils ont un message officiel qui dit que certains objectifs sont atteints. Est-ce qu'on est capable de savoir aujourd'hui quelle proportion de la population soutient encore la guerre à Gaza, aujourd'hui, côté israélien ? Alors, je ne connais pas les derniers sondages, mais c'est vrai qu'au départ, c'était très largement. Maintenant, évidemment, qu'il y a une question, c'est-à-dire que, évidemment, une guerre, parfois c'est représenté dans les manifestations que c'est une guerre pour la guerre, mais une guerre parce qu'ils estiment qu'il faut détruire ceux qui les attaquent pour éviter de futures attaques. Mais avec le temps, c'est vrai que là, par rapport à ce qui peut se négocier, certains se disent, on veut quand même, l'un des buts de la guerre, c'était de sauver les otages, sauver des vies. Chaque vie qui est sauvée, c'est l'objectif. Et donc, beaucoup de personnes veulent un cessez-le-feu pour avancer sur des terrains. Et même parfois, on entend les médias inviter des responsables militaires d'avant, mais qui expliquent que c'est pas tenable à long terme, qu'il faut pas s'attendre à une victoire totale sur le Hamas. Et donc, il y a une volonté quand même de faire une pause chez certains, au moins pour sauver les otages qui peuvent encore l'être. On va écouter le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé il y a quelques minutes. Le 7 octobre, nous avons dû faire face à un combat décisif.
Mais nous n'avons pas été vaincus. Au contraire, nous avons agi pour vaincre et dissuader nos ennemis. Et comme cela s'est déjà produit souvent dans l'histoire d'Israël, c'est dans les moments sombres que notre force intérieure ressurgit. Nous nous sommes mis debout, ensemble, pour défendre notre pays, notre patrie. Nous avons mobilisé des forces d'esprit, nous avons défini les objectifs de la guerre et nous sommes en train de les réaliser. La destruction du Hamas, le retour de tous nos otages chez eux, vivants ou morts, la destruction de toute menace pouvant venir de Gaza sur Israël. Mais aussi le retour des citoyens du nord et du sud d'Israël chez eux et en toute sécurité. C'est une mission sacrée que nous allons poursuivre jusqu'à ce qu'elle se réalise. Nous allons le faire grâce à notre solidarité et à notre cohésion en tant que peuple. Nous continuerons de combattre. On voit que ce soir, Benyamin Netanyahou, 1 an après le 7 octobre, il n'est toujours pas ouvert à un cessez-le-feu. Non, absolument pas. Pour avoir des perspectives de paix, il faudrait une désescalade. La désescalade, elle pourrait venir surtout de Benyamin Netanyahou pour l'instant. Mais il profite du momentum apporté par cette guerre pour justement frapper tous ses ennemis, qu'ils soient le Hamas, le Hezbollah au Liban, les Houthis un petit peu au Yémen, même un peu en Syrie, les groupes en Syrie. Et bien sûr l'Iran. Donc il profite vraiment de ce momentum pour faire mal à ses ennemis, parce que c'est une fenêtre dans laquelle il peut frapper, il peut les mettre hors d'état de nuire, ou en tout cas s'en prendre à leur chaîne logistique et à leur chef. Et on ne sait pas quand est-ce que la prochaine fenêtre s'ouvrira pour leur faire mal, donc il en profite. Alors à chaque négociation qui n'aboutit pas, Israël et le Hamas se rejettent la responsabilité de l'échec. Qui croit ? Dans cette région, je dirais que personne n'est tout blanc en réalité. C'est forcément compliqué. Le Hamas va dire qu'ils ont fait cette attaque à cause d'Israël. Israël dit qu'ils se défendent de cette attaque et qu'ils vont riposter, que la riposte est du fait de l'attaque du Hamas. En réalité, je pense que les torts sont partagés. Mais ce qu'il faudrait, c'est en fait un arbitre au-dessus de cette guerre qui puisse départager et dire maintenant on va forcer un cessez-le-feu. En théorie, c'est le rôle de l'ONU, mais l'ONU est complètement impuissante face à ce conflit. On peut espérer les États-Unis, mais les États-Unis, pareil, ils sont en pleine présidentielle, donc ils sont pas disponibles et il n'y a pas une vraie volonté. Donc c'est très difficile d'apporter la paix actuellement. L'autre info du jour, c'est qu'Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui à l'Élysée les familles des 2 otages français qui sont encore détenus dans la bande de Gaza. Il affirme, je cite, que la France met tout en œuvre pour les libérer. Est-ce que ces déclarations de bonnes intentions, elles ne cachent pas quand même une impuissance française pour la libération des otages français et plus généralement pour influer dans la région ? Je pense qu'il y a une certaine forme d'impuissance de la France actuellement. On voit bien, Emmanuel Macron n'arrive pas à raisonner par exemple Netanyahou. Je ne sais pas si la France a des contacts avec le Hamas et peut faire pression sur le Hamas, mais on voit bien qu'ils sont déjà sous pression maximum par Israël et pour autant, ils ne relâchent pas les otages. Donc oui, la France est dans une situation d'impuissance sur ce conflit. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le perçois. Impuissance française ? Oui. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je mettrais un bémol. En fait, la France, récupérer des otages, c'est toujours très long. On a eu des otages au Liban, on a eu des otages dans le Sahel, on met toujours des années. Malheureusement, certains otages, malheureusement, ne survivent pas. Donc, en fait, il faut toujours passer par un tiers. Alors, actuellement, le tiers, c'était le Qatar. Donc, en fait, la France, je pense, met tout en œuvre. Elle a des services qui sont prévus pour le faire, vis-à-vis d'États arabes qui ont des relations encore avec le Hamas. Alors, il y a bien sûr le Qatar, mais l'Égypte, et puis d'autres. Donc, alors, vis-à-vis d'Israël et de l'influence que peut avoir le président Macron sur M. Netanyahou, ça, c'est une chose. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. En fait, le Hamas pourrait très bien être raisonné par un allié arabe. Déjà celui qui lui fournit les finances. Le Qatar pourrait faire pression sur le Hamas. Mais les leviers sont quand même très indirects parce que du temps où Ismaël Haniyeh était en vie, donc c'était le chef du Hamas qui était donc au Qatar, qui a été éliminé lorsqu'il était en visite en Iran. On sait qu'il y avait cet intermédiaire, ce chef du Hamas, et puis qu'éventuellement, même s'il avait une pression directe du Qatar où il résidait, il y avait encore le commandement à Gaza qu'il fallait convaincre. Et que c'est bien à Gaza quand même que les choses se décident, puisque c'est à Gaza que les otages sont détenus. Donc la France peut essayer effectivement de faire fonctionner ses contacts dans les pays arabes et en particulier au Qatar ou en Égypte, mais c'est des leviers quand même très indirects. Et d'ailleurs, le Hamas n'essaye pas bien qu'il ait eu
des otages de différentes nationalités n'essayent pas de mener une pression directe de négocier directement avec les pays dont ils sont ressortissants.